Bâtir une stratégie de communication interne. Tel est le titre du livre de Marie Mackay, qui est responsable de la com interne à l'AGLO du pays de Montbéliard. Et j'ai justement eu le plaisir d'interviewer Marie à l'occasion du 36e forum Capcom qui était à Lille en décembre dernier. Durant notre échange, Marie va vous expliquer comment elle a procédé depuis une dizaine d'années pour mettre en place une stratégie de communication interne, faire des audits, interviewer ses collaboratrices et collaborateurs qui sont des agents, mais je vous rassure que vous soyez dans le privé, la stratégie est exactement la même. Bien entendu, dans cet ouvrage, vous allez trouver d'excellents conseils de la part de Marie, mais aussi d'autres communicants internes pour mettre en place votre stratégie. En outre, vous allez vous apercevoir que la communication interne est à la croisée de très nombreux chemins de la com. J'en veux pour preuve évidemment la marque employeur, mais aussi, moins attendu, la crise. Dès lors, si vous êtes un communicant, jeune ou moins jeune, que la communication interne n'est pas nécessairement la corde à votre arc qui est la plus affûtée, je vous conseille d'écouter cet épisode. Quant à moi, je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et moi qui considère que la communication interne n'existe plus, je dois vous avouer que je suis à deux doigts de changer d'avis grâce à Marie. Très très bonne écoute en compagnie de Marie Mackay, autrice de Bâtir une stratégie de communication interne. Si d'ailleurs vous souhaitez acheter le livre, je vous conseille de cliquer dans la métadescription où il y a évidemment le lien. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marie. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Mais ça va bien. Alors nous sommes à Lille, nous sommes le 11 décembre 2024, nous sommes en train d'enregistrer et je suis très heureux de te revoir à nouveau après le mois de juin où nous avons fait ce magnifique épisode sur la communication interne avec toi. Et là on va rentrer encore plus dans le vif du sujet parce que figurez-vous, chers auditrices et auditeurs, que Madame Mackay, Marie de son prénom, a écrit un livre. C'est un peu la consécration sur la com interne. Bravo. Merci beaucoup. Alors Marie, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, les 2-3 personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Puis après on va rentrer dans le vif du sujet parce que, je viens de le dire, tu as écrit un livre qui s'appelle « Bâtir une stratégie de communication interne » avec un sous-titre « Guide méthodologique pour communicants publics ». Donc oui, nous sommes dans la com publique, mais vous verrez que vous pouvez mettre ça en place grâce à ces excellents conseils de Marie et d'autres personnes, mais on va en parler, dans une entreprise privée tout simplement. Mais Marie, je me tais, je te laisse te présenter en quelques mots s'il te plaît. Oui, alors moi je suis responsable de la communication interne pour une communauté d'agglomération qui s'appelle Pays de Montbéliard Agglomération dans l'Est de la France. Tu es arrivé en 2014, donc il y a 10 ans déjà. Oui. Tu faisais d'abord de la communication externe. Oui, tout à fait. J'ai commencé plutôt par de la communication culturelle et puis ensuite de la communication externe dans ma collectivité actuelle. Madame est une fan de théâtre. Oui, tout à fait. Et puis à partir de 2015, tu t'aperçois dans ta collectivité, donc la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard. Tu t'aperçois qu'il y a des problématiques de communication interne et tu dis dans ton livre que entre 2015 et 2022, donc durant 7 ans, tu as eu ton septennat, il a été assez complexe de mettre en place, de faire vivre et d'évaluer ce plan de communication interne qu'on t'a demandé. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu les très très grandes étapes ? Parce que j'imagine que lorsqu'on te dit ça, est-ce que tu t'attendais en 2015 à ce que ce soit un travail d'aussi longue haleine ? Alors oui et non. Pour le coup, pour revenir à peine sur l'historique, en fait, en 2014, il y a eu des élections municipales. Et souvent, au moment des élections municipales dans les collectivités, on a des changements d'élus, des changements de gouvernance. Et puis, on s'est rapidement rendu compte, à la suite de ces nouvelles élections, qu'il y avait un besoin un petit peu de comprendre quel était le nouveau projet politique, de comprendre ce que faisait la collectivité. Et puis, je me suis rendu compte, la direction générale s'est rendu compte, les agents l'exprimaient, un besoin un peu de se retrouver, de faire connaissance, de comprendre un peu où est-ce qu'on allait aller pour le prochain mandat. Donc la communication interne, elle est née de ce constat-là, de dire il faut qu'on trouve un peu un langage commun
pour mener à bien ce projet. Donc l'idée, ça a été de partir, et c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre, en effet en 2015 sur un premier audit pour voir un petit peu d'où on partait, et puis de là on déclinait différentes éléments qu'on met en place en termes de méthodologie pour déployer cette stratégie de communication interne. Et puis, au bout de 7 ans, alors est-ce que c'est l'âge de raison, un peu dans l'imaginaire populaire, mais au bout de 7 ans, j'ai souhaité refaire finalement une évaluation globale avec un peu le même type de questions qu'on avait pu avoir au départ pour justement évaluer ce qui avait pu évoluer en bien, en moins bien, adapter cette stratégie au regard de ce qui existait maintenant. Ce recueil d'informations, que ce soit lors de l'audit ou justement pour voir ce qui s'est passé, ce que les gens en ont pensé au bout de 7 ans. Encore une fois, c'est peut-être l'âge de raison, tu as tout à fait raison. Comment tu as procédé ? Parce que déjà un audit, tu as, on va dire, peut-être un certain nombre de populations, un échantillon représentatif, comme on dirait, chez IFOP ou chez Occurrence, par exemple ? Pour le premier audit que nous avons fait, on l'a fait exclusivement en interne. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'entretiens. Je voulais pas du tout passer par les questionnaires. C'était très important d'aller à la rencontre des agents. On a fait plus d'une trentaine d'entretiens et puis également des focus group pour vraiment recueillir la parole des agents. Et on a en effet échantillonné, on va dire, des types de profils d'agents. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques quand on est un agent des routes déconnecté ou déconnectés de l'outil informatique, qui sont pas forcément ou alors à l'aise avec le numérique. On n'a pas les mêmes problématiques qu'un cadre qui va être derrière son bureau toute la journée avec accès au numérique facilement, etc. C'était important aussi de recueillir la parole des syndicats, la parole de l'amicale du personnel, la parole des assistants de prévention. La DRH, c'est des personnes qui quelque part font de la com interne, peut-être sans le savoir. Ça fait partie un peu des acteurs comme ça auxquels on ne pense pas automatiquement en termes de com interne, mais qui sont présents. Voilà, l'idée c'était vraiment d'aller à la rencontre de tous ces agents-là pour comprendre en fait ce qui se passait chez nous. Combien de temps ça a duré cet audit ? J'ai mis à peu près 3 mois. Donc, encore une fois, comprenez-le, si jamais un jour on vous demande de mettre en place un plan de communication interne, déjà ça s'inscrit dans du long terme, que ne serait-ce qu'auditer, ça prend du temps. Tu l'as dit toi-même, et tu as raison de rappeler que, par exemple, dans une collectivité, mais comme dans une entreprise, je prends un exemple d'une entreprise industrielle, les techniciens, ils sont pas nécessairement connectés à leur téléphone, ni même à leur ordinateur, ils sont sur le terrain, et tu viens de le rappeler à très juste titre. Donc il faut aussi penser à ça, c'est du long terme, et lorsque tu as recueilli 7 ans après, c'était tout aussi nombreux, autant de personnes, ou est-ce que là, tu avais mis en place un questionnaire ? Comment tu as fait exactement ? Alors là, on a procédé différemment. Pour le coup, on est parti sur un questionnaire, en effet, en ligne, qui a été diffusé par voie numérique, mais également, on s'était rendu sur les différents sites de travail pour remplir avec les personnes les différents questionnaires, parce qu'on savait que sinon, on n'allait pas toucher tout le monde. Et là, j'ai fait appel à des étudiants d'une école de commerce. C'était important pour moi de décorréler finalement cet audit de la personne que je suis, parce que malgré tout, on est 600 dans notre collectivité et je voulais pas polluer n'est pas le bon terme, mais en tout cas biaiser les résultats parce que j'étais présente pour donner donc voilà, on a rendu plus neutre l'acte de répondre aux questions par mon absence. Eh bien, je trouve ça très malin parce que j'allais te demander, mais comment tu avais été perçue ? Parce que je pensais que tu allais toi-même poser des questions, que tu allais piloter, que tu allais être présente. Et bravo à toi d'avoir eu la sagesse et l'intelligence de te dire « Ok, je me mets en retrait, je vais mettre des personnes qui puisaient des étudiants, c'est toujours sympa d'en avoir, et puis ils ont la patate, ils sont plus jeunes que nous. Mais tu as très 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 bien fait pour justement décorréler de la direction, de la DGS, bref, ce côté entre guillemets, comme on dirait dans une entreprise, siège. Et je trouve ça extrêmement bien. Ok, donc un audit d'abord, 7 ans après, tu fais un petit peu, tu regardes les résultats, mais tu fais vivre aussi ton plan de communication interne. Alors justement, je te pose la question, comment on fait vivre un plan de com interne ? Parce qu'on a parlé de la première étape, l'audit, et de la dernière, mais comment on fait vivre ? Alors c'est une très très vaste question, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Est-ce qu'il faut mettre impérativement en place un intranet sur lesquels les gens ne vont que très rarement ? Est-ce qu'il faut mettre une newsletter papier ou digitale ? Ça dépend encore une fois des cibles qu'on a. Est-ce qu'il faut faire des événementiels régulièrement ? En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement, en appuyant sur un bouton, le plan de communication idéal.
Alors, interne, pardon. Il n'y a pas du tout de plan de communication idéal et c'est justement l'audit qui va permettre à chacun, à partir du moment où il sait ce qui se passe dans sa collectivité, qui va mettre en place les bons outils. Je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire là. Tu évoques quelque chose que souvent les élus nous demandent ou même d'autres personnes, c'est-à-dire avoir une approche par outil et par support. Avant de mettre en place n'importe quel outil et n'importe quel support, il y a quand même une autre étape à prévoir, c'est celle de la définition des objectifs. C'est-à-dire qu'on fait notre audit, derrière, ça ne veut pas dire qu'on va mettre en place un journal interne. On va définir des objectifs, qu'est-ce que je veux dire, vers quoi je tends. Et ces objectifs, c'est important qu'ils soient présentés. C'est ce que j'explique dans le livre, en fait, c'est toute la partie 2 de l'ouvrage, que ces objectifs soient présentés aux différentes parties prenantes, vraiment dans un souci d'adhésion. Il faut pouvoir embarquer, encore plus en com interne, embarquer les personnes avec nous, parce que souvent on est des petites équipes avec des petits moyens, pas toujours, il y a des départements où il y a vraiment des équipes constituées. C'est important d'embarquer avec nous d'autres personnes dans ce projet de communication interne. Et c'est seulement une fois qu'on a vraiment calibré ces objectifs, qu'on a défini les indicateurs et qu'on s'est mis d'accord sur vers quoi on tend, qu'on peut affecter des ressources et créer des supports. Et une collectivité va faire de son magazine interne son vaisseau amiral, mais quelqu'un d'autre va utiliser l'intranet. Chez nous, par exemple, c'est l'événementiel. On a entre 30 et 50 événementiels par an. Alors, pas forcément des événementiels à 300-400 personnes, ça peut être des choses avec des plus petites jauges, mais on sait qu'un événement, même pour 40, il est toujours complexe à organiser. Et c'est important finalement de piloter ça dans une programmation globale, de l'inscrire dans un calendrier, et puis d'avoir une stratégie un peu multicanale, voilà. Tu es en train de nous dire que finalement la communication, ce ne sont pas que des outils bleu, vert, jaune et à faire très rapidement pour hier ? Non, heureusement. Bon, on fait un petit clin d'œil à Fred Fougera, évidemment, que l'on salue, et à tous les communicants, que ce soit ici, au 36e forum de Capcom, dans le privé également, mais partout à travers le monde, parce que je pense qu'ils ont à peu près toutes et tous exactement les mêmes problèmes. On ne pense que outils, souvent dans les directions, quelles qu'elles soient, et c'est vrai que c'est un peu pénible, donc il faut aussi comprendre que la stratégie, il faut réfléchir dans nos métiers. On ne fait pas que des outils. Et en effet, tu viens de le dire, chez toi, l'événementiel est prépondérant. Chez un autre, ce sera par exemple le magazine ou la newsletter. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'à chaque structure, chaque organisation, sa com interne. Exactement, c'est tout à fait ça. Elle est unique et personnifiée pour être justement impactante pour sa collectivité. Alors avant qu'on parle de la communication à la croisée des chemins, et Dieu sait s'il y a des croisées de chemins au sein d'une organisation publique ou privée, mais on va rester dans le public évidemment avec toi, pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre ? Alors on a bien compris que la communication interne te plaît, tu es déjà passé à 2 reprises dans le décodeur de la communication, des épisodes qui ont à chaque fois cartonné, tu as ta belle réputation de communicante interne dans la communication publique, donc je reçois une star, vous écoutez une star, chers auditrices et auditeurs, mais pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre ? Parce que écrire un livre, c'est comme avoir un enfant, c'est extrêmement compliqué, parfois un accouchement dans la douleur. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, dont je rappelle le nom, Bâtir une stratégie de communication interne, un guide méthodologique pour communicants publics. Alors, je vais répondre à ta question, mais juste avant, moi, je voudrais vraiment rendre hommage à tous ces communicants internes qu'on connaît et on se retrouve régulièrement, au moins une fois par an, aux rencontres nationales de la communication interne. On est plus de 200. Il y a des personnes qui font ce métier depuis plus de 20 ans. La communication interne, c'est pas récent. Mais par contre, on en parle un petit peu plus depuis la crise, Covid, etc. Mais voilà, c'est une fonction qui existe quand même depuis longtemps. Aujourd'hui, elle trouve un petit peu ses lettres de noblesse. Je suis ravie de pouvoir un peu défendre cette expertise-là. C'est quelque chose, je pense, qu'on a... Je dis souvent que la com interne, avant d'être une technicité, c'est d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin tout de suite d'avoir cette technicité-là pour pouvoir s'intéresser à ce que font les gens, pouvoir être ouvert aux différents métiers, aux différentes approches. C'est d'abord cet état d'esprit-là, d'avoir envie de faire plaisir aux autres et de les rencontrer. Et ensuite, voilà, cet aspect communication peut se déployer. Alors pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'à mes débuts, j'aurais bien eu besoin que ce livre existe. Je savais pas forcément par où commencer et de quelle manière prendre le projet. J'ai la chance dans mes études d'avoir eu des apports méthodologiques sur la méthodologie de projet et finalement j'ai appliqué un petit peu cette démarche-là en plus de mes apports de communication. Donc c'est vrai que ça, je pense que ça peut
probablement être un besoin. Et là, les personnes qui me contactent sont souvent des directeurs de la com externe à qui on a demandé de mettre en place une stratégie de com interne dans les objectifs actuels et qui me disent oui, mais moi là, je sais pas par où commencer. Alors Marie, je t'interromps un instant parce que quelqu'un qui a écrit la postface de ton livre, Guillaume Appert, disait, je crois, dans un des épisodes du décodeur de la com, qu'il y avait beaucoup de DIRCOM externes, des DIRCOM tout court, qui n'étaient pas nécessairement au fait de la communication interne. Tu confirmes, finalement? Alors oui, il y a forcément des directeurs de la com externe qui sont au fait de la com interne, il y en a qui ne le sont pas, et inversement, on n'est pas tous spécialisés dans toutes les thématiques. Non, mais c'est intéressant de voir que finalement, tu dis dans ton livre, la com interne a tout d'une grande aujourd'hui. Alors le Covid est passé par là parce qu'on s'est aperçu à quel point il était fondamental de communiquer avec les équipes, et je pense que c'est ça qui a donné ou redonné les lettres de noblesse à la com interne, qui était un peu une belle endormie. Mais j'ai l'impression que finalement, en fait, les communicants se disent je vais penser à mes publics plutôt externes, et puis un peu oublier les agents, les salariés, les collaboratrices, les collaborateurs. Je trouve ça assez surprenant, très sincèrement, parce que quelques marques que ce soit, et je parle volontairement d'une marque comme par exemple l'Aglo du pays de Montbéliard, ou une ville ou une marque réelle entre guillemets, mais tout ça, ce sont des marques, et il faut jamais oublier que ça commence par l'interne, une bonne communication. Tout à fait. Donc la com interne a tout d'une grande, et encore une fois, si un jour, je parle à nos plus jeunes, et je pense pas que tu diras le contraire, si jamais on vous dit c'est un stage de com interne ou une alternance de com interne ou un poste en com interne, n'ayez pas l'impression que vous allez vous embêter. C'est ça. Surtout que c'est en plus en com interne, encore une fois, vu qu'on est plus souvent moins nombreux, on touche à beaucoup de technicités différentes, on touche à beaucoup de sujets différents, et pour débuter, pour découvrir finalement l'ampleur des métiers qui peuvent avoir lieu en communication, la communication interne, c'est un formidable terrain de jeu, et la communication publique encore plus. Et vous êtes au cœur tout simplement du dispositif et de l'organisation. Tout à fait. On est vraiment à la croisée finalement du projet politique, celui des élus, du projet d'administration qui est le projet de la direction générale, et du projet des agents, le projet un peu de vie professionnelle des agents. Et la com interne, elle est à la croisée de tout ça, et c'est important d'avoir ce regard sur ces trois sommets du triangle pour pouvoir fabriquer quelque chose qui ait du sens pour l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes tout à fait d'accord, d'autant plus qu'aujourd'hui, la génération plus jeune, la génération Z ou l'alpha, demande du sens. Et le sens, c'est ce qu'on demandait toi et moi, sans oser le dire, il y a quelques années. Et je crois que très sincèrement, je suis heureux. Et c'est même pas que je crois, c'est que je suis extrêmement heureux que justement ces nouvelles générations osent dire les choses. Elles ont besoin de sens, elles n'ont pas besoin de trucs super bizarres où elles se mettent dans un tiroir et puis elles vont attendre patiemment 30 ou 40 ans avant d'avoir une retraite si elles en ont une. Donc ça, c'est très important. Et la com interne, justement, elle participe à amener du sens dans une organisation. Exactement, et c'est d'ailleurs la deuxième raison qui m'a amenée à écrire ce livre, c'est que j'accueille beaucoup de stagiaires, d'apprentis, ça fait partie un petit peu de mes hobbies professionnels, et finalement on n'avait pas de bibliographie sur la communication interne dans le domaine public, et voilà, un moment, comment on peut justifier de la place et de l'importance que peut avoir la communication interne dans nos propres stratégies si on ne peut pas démontrer le sérieux de la démarche. Et démontrer le sérieux de la démarche, c'est aussi un peu en sanctuarisant des concepts et en les posant sur le papier. Donc l'idée de ce livre allait dans ce sens-là. Et puis la dernière raison, c'est parce qu'on me l'a demandé. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, c'est bien beau de râler qu'il n'y ait pas de livre sur la communication interne à donner aux personnes qui voudraient se lancer. Si on te demande de le faire, vas-y. Eh bien écoute, il fallait bien que quelqu'un fasse le job, et c'est toi, et on en est absolument ravis, et tu as toute cette légitimité aussi. Alors, tu es beaucoup trop modeste, mais je t'ai vu en couverture de Brief, le magazine des communicants publics. Ne serait-ce que ça, et c'est vrai qu'à chaque fois tes épisodes font un carton dans le décodeur de la com. J'en suis ravie que la communication interne intéresse à ce point-là. Et elle est d'autant plus intéressante, Marie, la communication interne, qu'elle est à la croisée des chemins. Tu l'écris dans une des parties de ton livre. Elle est à la croisée des chemins, par exemple, de la marque employeur. Alors, j'estime que la marque employeur n'existe pas. J'ai commencé il y a 25 ans chez Publicis en faisant de la communication RH, comme on disait à l'époque. Et puis est arrivé ce vocable marque employeur, inventé ou trouvé par une autre agence Publicis, qui était notre cousine à l'époque, ou plutôt notre petit cousin, Guillaume Tell. Et cette marque employeur, je n'y crois pas, je pense à l'image employeur. Et la communication interne
et la marque employeur sont quelque part, je vais employer ce terme-là pour que tout le monde soit d'accord, même si je ne l'aime pas, elles sont à la croisée des chemins toutes les deux, elles se croisent, elles se nourrissent mutuellement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, alors la marque employeur, en effet, il y a une des parties du livre où je fais le distinguo entre promesse employeur et réalité employeur. Il y a en ce moment un espèce de fantasme autour de cette marque employeur qui serait peut-être la solution miracle pour qu'on puisse recruter mieux, attirer les talents, etc. Alors peut-être, en tout cas, il y a une façon de procéder et une réalité à ne pas masquer. Pour le dire autrement, on aura beau déployer des trésors d'imagination et de créativité pour donner une image à notre collectivité, si un agent, au moment de son recrutement, n'a pas dès le départ les bons signaux d'accueil, tout ça risque d'être très compliqué à récupérer ensuite. Donc, on va mettre autour de la table les bonnes personnes. La marque employeur, c'est pas de la com interne, mais la marque employeur, c'est pas de la RH non plus. C'est un mélange entre cabinet, élus, DG, DRH, DIRCOM interne. C'est un peu aussi ce point de rencontre, finalement, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre tous ensemble, quel sens et quel message, qu'est-ce qu'on va raconter à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur pour que les personnes aient envie de venir, aient envie de rester, aient envie de dire « moi, je suis fier d'être ici et venez, rejoignez-nous ». Et pour ce faire, pour être fier, pour rester... Et pour rejoindre avant de rester, en fait, il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre la belle image que l'on vend. J'ai toujours appelé ça, quand j'avais des clients DRH à l'agence, j'appelais ça le porte-jartel des ressources humaines. À savoir que on sortait sa plus belle image en disant, regarde à quel point c'est formidable chez nous. Public-privé, c'est pareil, de ce côté-là. Et puis, en fait, la réalité du sport, elle était quand même beaucoup moins agréable, avec un petit Chéfaillon qui t'ennuyait, avec des problématiques absolument insupportables. Et au final, l'image qu'on t'avait vendue était une très mauvaise publicité et c'est le meilleur moyen pour faire fuir les talents. Oui, alors après, il y a des collectivités qui développent des stratégies de marque employeur redoutables et qui fonctionnent a priori de ce qu'on en voit plutôt bien. Et je pense aux départements qui sont vraiment à l'avant-garde au niveau de ces marques employeurs. On a le département des Yvelines, le département du Val-de-Marne, par exemple, et qui mettent en place avec les agents des dispositifs d'ambassadorat, sur LinkedIn par exemple, ce genre de choses. Comment on va acculturer un petit peu aussi en interne à cette problématique-là. Et il y a des choses qui fonctionnent bien sur l'image, sur la réputation, qui modifient la perception un petit peu qu'on a. Mais encore une fois, il faut faire attention au décalage entre promesses et réalité et pas survendre quelque chose qui n'existerait pas. Ne surtout pas vendre de rêve. Voilà. Parce que c'est le meilleur moyen de décevoir, comme je le disais. Mais n'empêche quand même de faire rêver à venir et à rejoindre le service public, qui sont des métiers magiques, qui sont porteurs de sens et... Écoute, tu m'ôtes les mots de la bouche. J'étais en train de parler du côté négatif parce que souvent, j'ai vu ça il y a 25 ans avec le privé qui en rajoutait énormément, rejoignez-nous. Et puis en fait, la réalité n'était pas du tout aussi inspirante ou aussi sexy que ce qui était présenté sur le papier et sur le digital. Mais c'est exactement pareil pour une organisation publique, quelle qu'elle soit, une collectivité. Et puis, il y a aussi de très, très, très belles choses. Il y a de très belles réussites. Tu parlais du département des Yvelines, le 78, qui fait de belles choses, c'est ça ? Oui, et qui mêle finalement marque employeur, communication managériale, et voilà, qui arrive à faire vivre quelque chose autour de cette marque-là, qui a l'air a priori plutôt réussi. Eh ben, on les salue. Quand on en a parlé plus d'une fois dans nos différents réseaux. Eh ben, bravo à eux, bravo aux Yvelines. Alors, la croisée des chemins, ça n'est pas que la marque employeur. La communication interne est aussi à la croisée des chemins de la communication éco-responsable. Alors, explique-nous ce principe-là, alors qui est peut-être pour moi moins évident que la marque employeur. Disons qu'aujourd'hui, on a ces problématiques d'éco-responsabilité aussi dans nos métiers de communicants, bien sûr. Alors, ça va être sur l'événementiel, ça va être sur plutôt la partie outils, print, etc., l'impact du digital, etc. Ça va être sur la sobriété, ça va être aussi sur le fait de travailler ce langage clair, d'être accessible, d'avoir une information qui soit accessible à tout le monde. La communication interne, elle a son rôle à jouer, à la fois d'être exemplaire dans sa manière de communiquer, mais aussi dans son souci d'acculturation pour les différentes directions,
à un moment de pouvoir transmettre ces objectifs-là d'éco-responsabilité. L'agent au travail peut être éco-responsable à sa manière, à sa mesure, et on est là aussi pour donner à voir toute l'étendue des dispositifs que les agents peuvent mettre en place. Donc c'est important que la communication interne puisse à la fois s'auto-appliquer les principes de l'éco-responsabilité, mais puisse aussi les expliquer, les expliquer aux différentes directions. Pour toi, communication interne rime avec pédagogie. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait cette pédagogie et cette exemplarité dont tu parlais à l'instant. Oui, alors la communication rime avec exemplarité, mais la communication interne, quelque part, on est tellement en proximité par rapport à nos cibles. Encore une fois, c'est mon collègue de bureau, c'est celui que je vais croiser à la cantine, à la machine à café. S'il a quelque chose à me dire, il sait où me trouver. Donc, c'est pas le tout de dire vous devez faire comme ci ou vous devez faire comme ça. Si nous-mêmes on ne le fait pas, à un moment ça marche pas, on le sait. Merci de rappeler tout simplement ces paroles de bon sens. Parce que je crois que notre métier a un peu tendance à parfois se regarder le nombril. Je parle de la communication au sens le plus large. Puis on oublie souvent le bon sens. Mais c'est bien de rappeler ces choses-là. Parce que finalement, la communication interne, ce ne sont pas que des outils. Tiens, bizarrement, tu l'as dit tout à l'heure et à très juste titre. Mais c'est aussi comprendre les gens, nos publics internes, qui sont nos premiers publics. Et puis comme tu le dis très justement, on est quand même fiers de travailler pour une structure. Et quand on en parle au dîner de Noël, là, dans pas très longtemps, ou en début d'année, ou je ne sais quand on caisse, on est en train d'en parler en disant, mais je suis super bien dans ma boîte, ou je suis super bien dans ma collectivité, et je suis fier de porter ce blason ou cet étendard au quotidien. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, je travaille avec les agents sur la manière dont ils s'expriment sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de collègues qui vont taguer ce que fait leur collectivité, soit en reprenant les propres posts institutionnels, soit en créant leurs propres posts. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que les collectivités, pas s'approprient, mais en tout cas, rediffusent, repartagent des posts des agents. C'est-à-dire qu'on inverse le prisme. Ce n'est plus l'agent qui doit partager la parole de l'institution, mais l'institution elle-même qui peut repartager la parole de ses agents. Et là, on est vraiment dans de l'authenticité du message. Et l'authenticité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui fonctionne. Enfin, c'est... Cette advocacy, comme on dit, je suis désolé, oui, je ne sais pas quel est le terme en français, l'ambassadorat, on va dire ça comme ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de gens qui mouillent le maillot au quotidien pour leur collectivité, pour leur employeur. Donc ils vont parler avec beaucoup de plaisir, ils le font naturellement et spontanément, peut-être pas comme un super communicant, mais peu importe parce que l'authenticité elle est là. Et puis la collectivité, l'entreprise, l'organisation ne va pas nécessairement partager. Alors que mince, quelqu'un qui est fier de bosser pour sa structure, son entreprise, sa collectivité, on en fait un ambassadeur, sans pour autant en faire une rockstar parce qu'il va se prendre pour un influenceur de télé-réalité, il va vouloir aller vivre à Dubaï, j'exagère évidemment, mais ces choses-là, il faut faire passer le message, surtout que, si j'ai bien compris, la fonction publique territoriale n'excite pas nécessairement les esprits de nos jeunes qui n'ont pas nécessairement envie de la rejoindre, hélas. Donc il faut faire des choses. Oui, tout à fait. Et puis, alors, historiquement aussi, on a une parole de l'élu qui était prioritaire dans la presse. Beaucoup de collectivités sont frileuses à ce que leurs agents s'expriment, notamment dans la presse. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et la liberté d'expression, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur de beaucoup de communicants. La liberté d'expression, elle est là, elle est réelle et on n'a pas à la brider. En revanche, on peut aider les personnes déjà en leur réexpliquant au besoin ce que sont les devoirs de réserve, obligations de neutralité, etc. Mais au-delà de ça, en accompagnant finalement les agents dans cette prise de parole. Je ne dis pas qu'il faut leur dire ce qu'ils doivent dire, mais en tout cas de les accompagner pour qu'ils puissent s'exprimer. Et quelque part, on connaît peu d'agents qui spontanément vont critiquer leur collectivité ouvertement sur les réseaux. Voilà. Et quand ça arrive, soit on bascule en communication de crise, soit on le gère autrement, mais en tout état de cause, c'est plus à la marge que des agents qui, eux, sont fiers de ce qu'ils font et qui ont envie de le partager. Merci de le rappeler, cette frilosité, ce manque de courage, parce qu'on se dit toujours, tiens, il y a Jérôme qui va dire n'importe quoi, mais en fait, c'est jamais le cas. Quand vous n'êtes pas content,
vous n'allez pas écrire sur les réseaux sociaux que votre boîte ou votre structure ou votre collectivité ne tient pas la route. Bien au contraire. Vous allez peut-être vous en plaindre à votre petit cercle intime, mais vous n'allez jamais l'écrire parce que les gens sont pas que cinglés, Dieu merci. Donc il faut arrêter d'avoir peur de ça et mettez en place toutes ces stratégies d'ambassadorat d'agents, parce que je pense très honnêtement que il est temps que les collectivités sortent un petit peu du bois et puis qu'elles fassent preuve d'un petit peu plus de courage, parce que la marque employeur, ça peut être un sujet absolument passionnant. Et puis je le rappelle qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et puis c'est pas parce qu'il y a une personne à la tête, les élus, qui sont fondamentaux, il y a rien à dire là-dessus, mais à un moment il faut aussi comprendre que les agents, ils font le boulot sur le terrain. C'est ça, exactement. Et par exemple, dans l'ouvrage, alors j'ai une trentaine de témoignages de personnes qui ont accepté de partager ce qu'ils font au quotidien, ou des points de vue, etc., ou de la méthodologie. Et on voit bien toute cette richesse, finalement, des communicants et de leurs collègues non communicants, pour donner à voir et à comprendre ce qu'est la collectivité, comment elle fonctionne, les compétences, etc. Donc brider cette parole-là, c'est vraiment passer à côté d'un message authentique et d'un message clair. Et c'est passer à côté de son époque et de la modernité, tout simplement. Aussi. Je reste à la croisée des chemins, parce que Dieu sait si la communication interne est à la croisée de beaucoup de chemins. Et tiens, on a oublié de parler de l'essentiel, l'accueil. Une fois qu'on a recruté, il faut savoir accueillir les agents. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Claude Arter, que l'on va saluer, qui est passé dans le décodeur il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un magnifique musicien et un bonhomme, un sacré bonhomme, un mec vraiment très très bien. Claude témoigne dans ton livre, et lui, son super kiff, j'ai même envie de dire que sa mission dans la vie, c'est de bien accueillir les gens. Et il disait que 10-15 ans après, les gens se souvenaient de l'accueil qu'il leur avait réservé. Marie, on est bien d'accord que accueillir un collaborateur, un agent, une nouvelle personne qui rejoint l'équipe, c'est fondamental, c'est même assez... C'est la base. On l'oublie parfois, ou on peut penser que ça va se faire naturellement. Non, et l'accueil, ça commence même en phase de pré-recrutement. Ça commence sur l'annonce d'emploi. On le sent à la lecture de l'annonce d'emploi s'il y a quelqu'un derrière qui est prêt à nous accueillir. Ça commence au moment où on va recevoir le mail, le coup de téléphone qui va nous dire vous venez en entretien. Ça commence par le mail ou le coup de fil qui va nous dire tel jour vous serez attendu à telle heure par telle personne et vous ferez ça. Et puis ensuite il y a des collectivités qui en effet déploient des trésors d'imagination sur la manière d'accueillir les agents. Et en effet Claude en parle dans ton podcast, il en parle dans le livre aussi. Eux, c'est carrément sur 1, 2, 3 jours. C'est vraiment un événementiel à part entière qui mobilise du monde pour faire de cet instant vraiment un rite de passage, un acte fondamental dans l'arrivée dans la collectivité. Et voilà, je suis ici, maintenant, j'ai été accueilli vraiment. Je vais te donner un exemple très personnel. Il y a bientôt 25 ans, je fais la journée d'intégration Publicis. Je vais sur les Champs-Élysées, au 133 avenue des Champs-Élysées. On va au sous-sol, il y a une salle de cinéma. Et passent tous les grands patrons de Publicis, dont Maurice Lévy, Naouri à l'époque, Yves Gougou à l'époque. Bon, c'est en l'an 2000, donc les plus jeunes n'étaient même pas nés. De ceux qui nous écoutent, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et on a été magnifiquement bien accueillis. Et évidemment, quand tu vois Maurice Lévy arriver avec sa stature de Rocky, j'ai envie de dire, tu t'en souviens. Mais ces moments-là sont fondamentaux dans une carrière. Et je trouve désolant de le rappeler. Tu le dis, peut-être par l'opération du Saint-Esprit, ça va se faire naturellement. Oui, on accueille toujours dans un service, du moins je l'espère. Confère certains stagiaires ou alternants qui sont accueillis un peu mal, voire très très mal. Mais Dieu merci, il y en a aussi qui sont très très bien accueillis. Ton alternante a été très bien accueillie, j'imagine. J'espère. J'espère bien. Comment s'appelle-t-elle qu'on la salue ? Candice. Eh bien Candice, on te salue et tu nous diras en commentaire si Marie t'a bien accueilli. Mais je suis intimement convaincu que oui. Après, tu donnes cet exemple que tu avais vécu à Publicis ou Claude par rapport à l'Eurométropole. Là, ce sont vraiment des gros dispositifs. Faut pas oublier aussi que même avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses. Encore une fois, un accueil réel, vrai et sincère par la personne qui va nous encadrer au quotidien avec un café, un resto le midi ou un repas à la cantine qui aura déjà été réservé, une visite des locaux. C'est des choses qui coûtent pas cher. Mais avoir un accueil humain, physique et pas seulement un mail ou des cases à cocher, est-ce que tu as bien reçu ton badge ou l'accès aux voitures de service. Voilà, c'est ça qui fera la différence. On n'est pas obligé de monter une usine à gaz, mais par contre, de créer une vraie relation humaine dès le premier jour et même dès l'amont, ça, c'est vraiment important. On va parler toujours de la croisée des chemins et la com interne.
croise la crise. Et là, que faire ? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on pense souvent, on pense à la communication, j'enlève le souvent, on pense à la communication en période de gestion de crise, on pense à la communication externe, beaucoup moins à la communication interne. L'experte qui témoigne dans le livre, Nathalie Maroun, me disait que s'il devait y avoir presque qu'une seule communication autour de la table de la gestion de crise, il vaudrait déjà mieux que ce soit la communication interne plus que la communication externe. Parce que quelque part, les agents, s'ils n'ont pas d'informations, vont être amenés naturellement à spéculer, à imaginer des choses. C'est anxiogène et surtout derrière, c'est une information non fiable et non vérifiée qui risque de partir. Et finalement, on va être dans une crise dans la crise et c'est absolument pas le but. Donc, mettre autour de la table la communication interne pour fournir un petit peu cette base argumentaire, cette base réglementaire et puis rassurer les équipes, impliquer les agents, etc. Enfin, voilà, faire ce job-là au moment de la crise, avec la communication interne, c'est aussi ça, son rôle. En somme, tu es en train de prouver que la communication interne, c'est l'ADN de la communication et de toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. En tout cas, aucune organisation ne peut faire sans, et ça paraît assez aberrant aujourd'hui que des institutions, des organisations fassent sans ou pensent pouvoir faire sans. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un DIRCOM externe qui te dit « Marie, je suis un peu embêté, je dois mettre en place un plan de communication interne, je suis un petit peu allé à poil, si je puis dire. » Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil justement à ces autres professionnels de la com et qui sont un peu embêtés ? Déjà, je leur dis bravo d'oser le verbaliser. C'est pas une honte que de ne pas être expert en communication interne. L'idée, c'est qu'on puisse aussi en discuter, en échanger. Je les inviterai évidemment à se procurer le livre pour avoir cette partie méthodologie, ces exemples, etc. Finalement, ces 30 témoignages, c'est aussi 30 contacts potentiels qui pourront appeler pour avoir un retour, etc. Donc voilà, le livre, c'est pas un guide à prendre à la lettre, un modèle, mais c'est vraiment des tips qu'on pourra sortir d'une manière ou d'une autre dans son propre quotidien et qui viendra nourrir finalement sa pratique. Eh bien, écoute, merci à toi, chère Marie. Je rappelle le titre de ton livre, paru chez Territorial Éditions. On les salue. Et ton livre s'appelle donc « Bâtir une stratégie de communication interne », un guide méthodologique pour communicants publics. Donc, chère Marie, je te remercie. Tu reviens évidemment quand tu veux dans le décodeur de la communication, peut-être pour parler de croisée de chemin de la com interne et d'autres choses. Et puis, je rappelle aussi que tu fais de la communication externe. Un petit peu, oui, tout à fait. Donc, une vraie communicante, encore une fois. Je dis ça pour ceux qui pensent que les communicants internes ne sont pas vraiment des communicants et que, on les met un peu sous le tapis. Eh bien non, un communicant interne, c'est un vrai communicant. Et moi, ça me tient à cœur de garder ce pied dans la communication externe parce que ça me permet aussi de pouvoir faire ce pont entre communication et communication interne et externe. Il y a vraiment une porosité entre les deux et ça me permet de faire ce pont même dans mes propres, dans les dossiers de com externe que je suis avec la communication interne, et je suis contente aussi de pouvoir acculturer un petit peu mes collègues à ce principe-là et j'ai dans certaines directions des personnes qui vont au moment du montage de leur projet spontanément penser à l'interne, dire ce serait bien de faire tel événement, etc. Et puis finalement peut-être un peu délaisser la communication externe. Alors, c'est pas de l'ego, mais ça me fait plaisir. Écoute, bravo à toi. Tu es la meilleure ambassadrice de la communication interne que je connaisse, sincèrement. On va saluer évidemment David Bessis aussi, qui est responsable de communication chez Rubix. Pourquoi je parle de David ? Alors, il est évidemment dans le privé, dans l'industrie, mais vous aviez fait un premier épisode ensemble. Tout à fait, oui. Et j'espère un jour avoir le plaisir de croiser en chair et en os ce bon David, qui lui aussi apprécie énormément la communication interne, lui qui est un communicant externe. Donc, comprenez bien, chers communicants externes, ou chers jeunes qui se disent « Oh là là, la com interne, je sais pas si… » Eh bien si, il faut y aller, il faut la pratiquer. Et vous êtes extrêmement surpris. Et je pense que la com interne, c'est un peu comme la com publique. Une fois qu'on essaye, on est picousé à vie. N'est-ce pas, Marie ? C'est très bien dit. Bon, écoute, je te remercie. Et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme aussi formidable, Madame com interne, dans la com publique, Madame Marie Mackay, on va évidemment acheter immédiatement en cliquant sur le lien qui est dans la métadescription. Je répète le nom du livre, Bâtir une stratégie de communication interne, guide méthodo pour communicants publics chez Territorial Éditions. Bien, vous courez l'acheter. Là, vous allez tout apprendre et puis vous verrez, vous mettrez les choses en place en picorant. Et puis, je le rappelle, et tu l'as d'ailleurs très justement dit, Marie, à chaque organisation, sa com interne.
Tout à fait. Ce n'est pas... Très bien résumé. Il n'y a pas de clone, etc. Donc, vous appliquerez les méthodes que vous voulez, mais là, vous avez quand même un magnifique livre écrit par la déesse de la communication interne. Donc, quand on entend une femme comme ça, qui en plus avait la crève, ça ne s'est pas entendu, mais Marie m'a dit, elle a la crève. Eh bien, on met 5 étoiles sur Apple Podcast. On devrait même en mettre 6. On met 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne évidemment au décodeur de la communication. Et puis Marie, encore une fois, ma proposition est valable. Tu reviens quand tu veux dans le décodeur, tu es chez toi. Je te remercie beaucoup. Ciao, ciao.